Le MMA est un sport cyclique. Des champions émergent, dominent le sport, puis laissent assez naturellement leur place à la nouvelle génération. Il y a évidemment des exceptions à cette affirmation, mais elles sont rares, et généralement le MMA est un sport qui s'autorégule et les choses reprennent assez vite leur cours. Plus vous regardez le MMA, plus vous savez que les combattants ne sont pas éternels, qu'ils finiront presque tous par tomber un jour, et il n'y a pas de redondance, puisque chaque combat apporte son lot d'intrigues, mais tout le monde développe une compréhension du fonctionnement du MMA qui vous évite un attachement émotionnel trop intense aux choses, ou du moins je vous le souhaite parce que sinon vous n'êtes pas au bout de vos peines. Mais parfois, il y a des frustrations qu'aucun fan ne peut surpasser, des questions qui restent en suspens et qui perturbent notre besoin pour une conclusion. Qu'il s'agisse d'un combattant qui arrête sa carrière trop tôt, d'un combat qu'on ne verra jamais ou de concepts abandonnés en cours de route, le MMA est plein de ces exemples plus frustrants les uns que les autres qui nous poussent à nous demander ce qui aurait pu être et n'a jamais été. Des instances qui auraient pu réécrire l'histoire du MMA, mais qui n'ont tout simplement pas eu lieu et ont laissé le monde entier songeur. Vous êtes sur la chaîne des Journeymen, et voilà les 10 plus gros « et si » de l'histoire du MMA. Numéro 10, Khabib affronte Tony Ferguson. La saga de Khabib Nurmagomedov et de Tony Ferguson est si invraisemblable que si vous la décrivez à quelqu'un qui ne suit pas du tout le MMA, il penserait probablement que vous êtes en train de lui mentir. Ce combat a été annulé 5 fois en 5 ans, et il semble presque que c'est le destin qui veut que les deux hommes ne se rencontrent jamais dans l'octogone. Khabib s'est blessé en 2015, Tony a été déclaré inapte à cause de liquide dans ses poumons en 2016, Khabib a dû se retirer la veille de leur combat en 2017 à cause de son cutting, Tony a trébuché sur un cap de production en 2018 et s'est blessé au ligament croisé, et enfin, Khabib s'est retiré du main event de l'UFC 249 en 2020 à cause du Covid. Bref, toutes ces instances ont créé un mythe autour d'un affrontement entre les deux hommes, parce que non seulement ils s'invectivaient pendant cette période, mais ils sont tous deux restés invaincus, rendant assez clair qu'il s'agissait des deux meilleurs poids légers du monde. Forcément, les spéculations autour de ce qu'aurait pu donner cet affrontement vont bon train. Tony était un combattant extrêmement imprédictible, et beaucoup pensent qu'il aurait été celui qui serait venu à bout de Khabib. Évidemment, ces spéculations sont d'autant plus amplifiées par la retraite du Daguestanais, qui a ouvert un débat séparé sur ce qui aurait donné contre des combattants plus modernes, comme Charles Oliveira ou même son ami Islam Makhachev. Tony à son prime est un combattant dont les fans parlent avec beaucoup de nostalgie et un petit peu d'extrapolation, il faut le dire, mais les annulations répétées ont nourri la légende du combat maudit entre Tony et Khabib. Je pense personnellement que le Daguestanais l'aurait battu, mais ça ne regarde que moi. Numéro 9, les blessures de Dominick Cruz. Dominick Cruz est un très grand combattant, c'est aussi mon combattant préféré, donc il y a un peu de favoritisme, je ne vais pas mentir, mais pour tout ce qu'il a été capable d'accomplir dans sa carrière, on nous a volé les meilleures années du Dominator. Des blessures à répétition lui auront coûté plus d'une demi-décennie de son prime sportif, et c'est particulièrement rageant lorsqu'on voit l'état de forme qui était le sien lors de son retour en 2016. Parce qu'après plusieurs années d'absence à cause d'une déchirure au ligament croisé et un combat d'échauffement contre Takeya Mizugaki, peu de personnes pensaient qu'il serait capable de revenir au plus haut niveau. Il faut dire que son style était extrêmement exigeant physiquement, notamment au niveau de ses déplacements, et disons que revenir d'une déchirure des ligaments croisés n'est pas vraiment simple. Il n'était pas à 100% et c'est compliqué à affirmer, mais j'ai toujours eu le sentiment que la version de Cruz qui a affronté TJ Dillashaw en 2016 était loin d'être sa meilleure et qu'il n'était déjà plus le même du tout. Cela étant dit, ça ne l'a pas empêché de glaner une nouvelle ceinture de champion de l'UFC et même de la défendre quelques mois plus tard. Ce qui était une belle histoire de comeback a aussi laissé beaucoup de fans songeurs qu'aurait pu accomplir Dominick Cruz s'il n'avait jamais été blessé. Il y aurait-il eu un poids coq capable de le battre? Combien de défenses de ceinture aurait-il pu accumuler s'il n'avait pas dû rendre son titre? C'est rare de voir un palmarès aussi dense avec une aussi grosse zone grise, mais lorsqu'on voit les noms qui figuraient dans la division après son départ, difficile de ne pas se dire qu'il aurait pu glaner bien d'autres défenses de ceinture. Renan Barão aurait probablement été son plus gros test, mais des combattants comme Michael McDonald ou Eddie Wineland n'auraient probablement pas pu l'inquiéter. Alors que Dominick Cruz vient de prendre sa retraite officiellement, difficile de ne pas questionner sur ce qu'aurait pu être son héritage. Numéro 8, Zabit Magomedsharipov. Lorsqu'un combattant prend sa retraite tôt dans sa carrière, les spéculations vont nécessairement de bon train et la nostalgie prend souvent un petit peu le dessus. Zabit Magomedsharipov était l'un des poids plumes les plus prometteurs de sa génération. Invaincu après 6 combats à l'UFC, il avait un style extrêmement versatile entre sa grande créativité en striking et son grappling d'élite. Il était absolument imprédictible et un véritable cauchemar pour tous ceux qui l'affrontaient. Son mélange de taekwondo, de sanda et de lutte était un régal pour les yeux, mais après un combat contre Calvin Kattar en 2019, les choses se sont
brutalement arrêtés. Un mélange de problèmes médicaux, de perte de motivation due à la politique de matchmaking de l'UFC et de dévotion religieuse l'ont poussé vers la sortie de la promotion et du MMA dans sa globalité. Lorsqu'il a officiellement pris sa retraite en 2022 pour se tourner vers une carrière de médecin, il a fermé la porte au MMA et il a ouvert celle aux théories les plus hyperboliques qui soient. Parce que Zabit était un grand talent certes, mais à écouter certains fans, on était face à un combattant qui allait rouler sur la division. Je reste mesuré sur le cas de Zabit parce qu'il n'aurait pas été le premier grand prospect à s'écrouler, mais aussi parce que ses problèmes de santé liés à son système immunitaire lui posaient des problèmes de respiration. On avait déjà entrevu les limites de son cardio contre Calvin Kattar et qui sait s'il aurait pu tenir la distance contre des combattants comme Max Holloway ou Alexander Volkanovski. Comme ce fut le cas pour Khabib, même si ce n'est pas le même degré bien sûr, un combattant qui prend sa retraite sans qu'on connaisse ses limites laisse la possibilité de les croire infinies. Pour Zabit, je ne crois pas que ça aurait été le cas à titre personnel. Numéro 7, TJ Grant. Il y a quelques temps, j'ai évoqué les changements de catégorie de poids qui ont sauvé des carrières. TJ Grant est un combattant qui aurait pu faire partie de cette liste s'il avait continué le MMA un peu plus longtemps qu'il ne l'avait fait. Après un passage très mitigé chez les poids welter de l'UFC, TJ a décidé de se faire violence en 2011 et de descendre chez les poids légers. Le résultat a été immédiat, TJ a été plus rapide, plus athlétique et son striking semblait beaucoup plus fluide. Il a engrangé 5 victoires de rang, dont un KO titanesque contre Gray Ménard à l'UFC 160. Avec cette victoire, il a obtenu une chance à la ceinture de Benson Anderson. Le momentum était massif, les fans croyaient fermement qu'il serait celui qui parviendrait à détrôner Benson, et puis ça a coincé. Peu après l'annonce de son combat de titre à l'UFC 164, Grant prend un mauvais coup à l'entraînement et a une commotion cérébrale. Il doit se retirer du combat et ainsi commence un long processus de récupération dont il ne sortira jamais. Après avoir tenté en vain de relancer sa carrière, il a dû se résoudre définitivement à ranger les gants, conscient du danger qu'il guettait. C'est évidemment particulièrement triste car TJ n'a pas vraiment choisi de se retirer du sport. Il a été forcé de se mettre en retrait alors que ce pourquoi il s'est entraîné toute sa vie n'était plus qu'à une portée de main. C'est un triste rappel de la réalité du MMA et que ses conséquences peuvent toucher n'importe quel combattant, quel que soit son niveau. Numéro 6, Dominick Reyes contre Jon Jones. On va s'attaquer rapidement à l'aspect mental du MMA en évoquant l'une de ses trajectoires les plus cruelles. Dominick Reyes est arrivé invaincu à l'UFC 247 et il aurait dû quitter Houston avec la ceinture de champion du monde. Alors que personne ne le voyait capable de challenger Jon Jones, il a fait plus que de le pousser dans ses retranchements, il l'a dominé pendant les 3 premiers rounds, ce qui, dans un système de scoring round par round, aurait dû lui accorder la victoire. Mais lorsque fut lue la décision, à la stupeur générale, Jon a été déclaré vainqueur. Je n'imagine même pas ce que Reyes a dû ressentir à ce moment-là, mais ce qui est certain, c'est qu'il a pris un coup au moral assez titanesque. Dominick s'est fait mettre KO 3 fois après ses décisions, d'abord par Jan Blachowicz et Yuri Prochazka, qui sont des combattants de très haut niveau, mais ensuite par Ryan Spann, ce qui est un petit peu plus inquiétant. Il était assez évident qu'il ne s'était pas du tout remis de sa déception de l'UFC 247 et on assistait un peu à une perdition totale. Le public ne pouvait pas s'empêcher d'éprouver de la sympathie pour Dominick et toute cette situation était un peu désastreuse. Impossible de ne pas songer à ce qui aurait pu se passer s'il avait remporté ce combat. Comment aurait réagi Jon Jones à ce qui aurait été sa première vraie défaite dans l'octogone? Est-ce qu'un Dominick confiant aurait remporté la revanche? Aurait-il pu conserver sa ceinture? On ne saura sûrement jamais ce que donnerait un Dominick Reyes champion et je dis sûrement parce qu'il est de nouveau sur une série de 3 victoires et qui sait, il est peut-être temps pour lui de récupérer ce qui aurait dû lui appartenir. Numéro 5, Conor McGregor ne va pas boxer. Commençons par l'évidence parmi l'évidence. N'importe quel combattant aurait fait l'exact même choix que Conor McGregor à sa place. L'Irlandais s'est vu offrir de quoi assurer l'héritage de 30 générations McGregor pour boxer Floyd Mayweather, et même si ça a eu une conséquence désastreuse pour la division des poids légers de l'UFC, c'est un peu impossible de lui en vouloir. Mais même si on ne peut pas vraiment lui en tenir rigueur, on a tout de même le droit d'être songeur. Parce que beaucoup de fans avancent l'argument qu'on a vu la meilleure version de Conor contre Eddie Alvarez, que près de 2 ans consacrés à la boxe ont eu raison de sa palette technique de combattant de MMA et que la version de McGregor qui est revenu affronter Khabib n'était pas la meilleure. On se demande donc ce qui aurait pu se passer si Conor n'avait pas décidé d'aller boxer. Est-ce qu'on aurait vu un combat contre Tony Ferguson? Est-ce qu'un Conor pleinement consacré au MMA aurait pu battre Khabib Nurmagomedov? Il faut comprendre qu'il y avait un vrai mythe autour du Notorious. Pour beaucoup, il était insurmontable, invincible et un Conor investi et préparé pouvait battre absolument n'importe qui. Il suffit de se rappeler de la perception collective lorsque Conor a commencé à avoir le regard tourné vers la ceinture des poids welter. Finalement, McGregor a condensé ses meilleures années de MMA dans quelques combats bien sentis et il a quitté le sport pour une très grosse opportunité financière. On pourrait pousser la réflexion jusqu'à demander si on n'aurait pas eu un McGregor un peu plus sain aujourd'hui, mais ça, ce serait tout de même beaucoup de spéculation. Numéro 4, Shane Carwin.
Il y a plusieurs interrogations qui peuvent être soulevées lorsqu'on parle de Shane Carwin. Si je dois résumer sa carrière de MMA, c'est une opportunité manquée et des blessures qui l'ont empêché de réaliser son plein potentiel. Pourtant, les choses avaient très bien commencé pour Shane. 12 victoires de suite, toutes par finish dans le premier round, et voilà que Carwin est perçu comme une future superstar. Il avait un KO power absolument démentiel, des mains de titan, et son passif de lutteur universitaire faisait de lui un candidat sérieux pour devenir un poids lourd complet qui allait marquer son temps. Alors champion intérimaire, il a tenté d'unifier sa ceinture avec celle de Brock Lesnar à l'UFC 116. Dans le premier round de leur combat, il a absolument massacré Brock dans des proportions qui questionnent encore certains fans sur le fait que l'arbitre aurait pu arrêter le combat dès la première reprise. Mais comme vous le savez sûrement, il était à court de jus à l'entrée du second et s'est fait soumettre par Lesnar. L'arbitre Josh Rosenthal est d'ailleurs revenu plusieurs fois sur la controverse et il assume et explique sa décision, la justifiant par le fait que Lesnar essayait de se défendre, ce qui est débattable pour le dire gentiment. Mais pour Carwin, c'était un vrai coup d'arrêt et les choses allaient continuer de se détériorer. Il a dû se faire opérer au dos puis au cou, un processus dont il a mis beaucoup plus de temps que prévu à récupérer. Alors qu'il n'était pas à 100%, il a accepté d'affronter Junior Dos Santos en short notice et il a perdu ce combat. Naturellement, ses blessures ont ressurgi et il a de nouveau dû prendre une pause pour se soigner. Alors qu'il devait affronter Roy Nelson pour son retour un an plus tard, il s'est blessé au genou et a dû de nouveau se retirer du combat. En 2013, complètement brisé par des blessures à répétition, il a mis fin à sa carrière. On se demande ce qui aurait pu advenir de la carrière de Shane si l'arbitre avait arrêté ce combat contre Brock Lesnar et s'il n'avait pas été miné par les blessures. Plus inquiétant encore, son nom a ressurgi en 2024 lorsqu'il a rendu public les difficultés qu'il rencontrait dans la vie quotidienne du fait des coups reçus durant sa carrière. On n'avait pas entendu parler de lui depuis longtemps et ça a brisé le cœur à énormément de fans de le voir ainsi. Numéro 3, Frank Shamrock reste à l'UFC. Frank Shamrock était un petit peu trop fort pour son temps. Peu de combattants peuvent se targuer d'être de véritables pionniers du MMA, mais Frank est un de ceux-là. L'un des tout premiers combattants à véritablement mélanger les arts martiaux, Frank a combiné un grappling d'élite, un excellent striking avec un sens du combat redoutable pour former un cocktail très précurseur. Il était très rapidement devenu champion de l'UFC et avait surclassé sa division pendant plusieurs années. Mais en 1999, alors qu'il n'avait que 27 ans et était à peine dans les meilleures années de sa carrière, Frank a décidé de se retirer de l'UFC. Il trouvait que la compétition n'était pas au niveau et ses relations avec la promotion n'étaient pas au mieux non plus. Les choses ne se sont pas arrangées lorsque Dana White a pris le contrôle de l'UFC et les deux hommes ont une relation très houleuse et très publique, ce qui a empêché son retour au sein de la promotion alors qu'une nouvelle génération de combattants venait d'émerger. Loin des meilleurs athlètes de son temps, il a connu une carrière en dents de scie, faisant des apparitions spontanées à droite à gauche sans jamais pleinement se consacrer au MMA. Honnêtement, la carrière de Frank est un gâchis de talent. Les fans n'avaient de cesse de se demander ce qui aurait pu advenir de lui s'il était resté à l'UFC, s'il avait affronté cette nouvelle génération de combattants d'élite. Est-ce que le MMA aurait pu rattraper Frank avant qu'il entame son déclin physique ou aurait-il continué de surclasser le sport? Toutes ces questions sont restées sans réponse et c'est dommage parce qu'aussi impressionnant fut son passage à l'UFC, il aurait certainement pu façonner sa légende pendant de longues années. Numéro 2, Cain Velasquez. Lorsqu'il a fait son apparition à l'UFC, Cain Velasquez a complètement rabattu les cartes de la perception d'un poids lourd. Il avait un cardio infini, il imposait une vitesse et une pression rarement vues dans la division et il était extrêmement technique. Des mouvements de poids moyen couplés à un véritable instinct de tueur. Quand il s'est emparé de la ceinture de Brock Lesnar, on avait l'impression que son règne allait durer éternellement. Mais les problématiques ont commencé à le rattraper après l'UFC 166. Des blessures à répétition aux genoux, aux épaules et au dos ont commencé à sérieusement ralentir Cain. Les défenses de ceinture se sont espacées, les annulations se sont accumulées et lorsqu'il a fait son retour contre Fabricio Werdum, il n'était plus le même physiquement. C'est d'ailleurs son cardio légendaire qui lui a fait défaut à l'UFC 188 à Mexico City et pour Velasquez, c'était le début de la fin. Les blessures au dos se sont accentuées et il a été jugé inapte de combattre à l'UFC 207 par la commission du Nevada. Il s'en est suivi une absence de 2 ans et demi au cours de laquelle il a bataillé contre de nouveaux soucis de santé. Finalement, il a accepté de faire son retour contre Francis Ngannou et il s'est fait laminer par le Camerounais. Autrefois une force dominante, c'était une grande tristesse de voir ainsi Cain Velasquez en perdition physique totale et ayant assez clairement perdu tout ce qui le rendait unique. Et évidemment, sa vie personnelle a pris une tournure des plus dramatiques ces derniers mois, mais pour ce qui est de l'octogone, difficile de ne pas se demander jusqu'où Cain aurait pu aller s'il avait pu rester en bonne santé. Numéro 1, Fedor à l'UFC.
La carrière de Fedor est sensationnelle. Il n'a rien à envier aux meilleurs combattants de l'histoire du MMA, ayant conquis le Pride et étant resté invaincu pendant 10 ans. Mais pour tout ce qu'il a réussi à accomplir et pour toutes les ceintures qui ont été accrochées à ses hanches, il en manquera toujours une et c'est toujours ce qui a fait un peu tiquer les fans. La saga de Fedor à l'UFC pourrait mériter une vidéo séparée tant elle est invraisemblable. On parle d'implications mafieuses, de Dana White qui prend un hélicoptère pour se rendre sur une île pour négocier un contrat, de combattants qui veulent quitter l'UFC juste pour avoir une chance de l'affronter. Bref, Fedor a une carrière parallèle et il a longtemps été le seul rempart à l'hégémonie totale et incontestée de l'UFC. Les fans étaient heureux d'avoir une alternative à la promotion et quelqu'un qui tenait tête à l'UFC, mais en même temps, il y avait une curiosité maladive autour de ce qu'il aurait pu accomplir s'il avait signé un contrat. Comment aurait-il performé contre les meilleurs de l'UFC? Aurait-il pu battre Randy Couture, Brock Lesnar, Cain Velasquez et prouver sans l'ombre d'un doute qu'il n'y avait pas de meilleur poids lourd que lui sur la planète? De quoi était véritablement fait Fedor hors du Pride? Encore une fois, ça aide à créer sa légende aussi. Il est à jamais le dernier résistant et cette image plus ses accomplissements indéniables dans l'octogone lui suffisent probablement, mais pour beaucoup de fans, il manque un petit truc quand même. Voilà pour aujourd'hui, n'hésitez pas à me donner vos et si, en anglais ça se dit un peu mieux les what if, mais voilà des moments qui auraient pu un peu faire basculer le MMA ou des carrières un peu houleuses à cause de situations uniques. Voilà, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire et nous on se reparle bientôt, salut tout le monde. Free audio post-production by alphonic.com